Alors, c'est une question bien complexe parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'angle avec lequel vous le regardez. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Je suis sûr qu'aujourd'hui, en termes d'enjeux stratégiques pour tous les pays du monde, les réseaux sociaux ou l'utilisation des réseaux sociaux devient un enjeu majeur. Vous avez suivi en Australie ou en France, où il a été adopté récemment pour interdire aux enfants l'accès au téléphone ou à certains réseaux, ou les débats qu'il y a aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, que je ne suis pas sûr que les officiels américains peuvent avoir TikTok dans leur téléphone. Je ne suis pas sûr, même si TikTok est un... Ça veut dire que vous avez un écosystème qui a changé et que ce ne sont plus les acteurs comme vous et moi à l'époque, des journalistes, qui sont les seuls qui donnent les informations. Aujourd'hui, tout le monde a pris la parole. Et aujourd'hui, des choses qui sont fausses peuvent devenir de choses vraies parce que multipliées par l'IA et par tous ces outils. Alors, dans tout ceci, cher Yvon, il y a un point central que nous devons tous garder, c'est la vérité. Et donc, nous, dans notre ligne, justement, dans ces récits, dans cette bataille, c'est de rétablir la vérité. Et on ne peut pas rétablir la vérité sans justement avoir l'intelligence de regarder le passé. D'où nous venons, où nous sommes et surtout où nous voulons aller. Nous avons en face de nous un régime qui s'est assis sur du mensonge. Vous avez en face, dans un régime assis sur du mensonge, mais un mensonge superbement bien relayé. Et dans un contexte où notre voix à nous n'était pas entendue ou pas suffisamment entendue. Je vous ai dit tout à l'heure, soit qu'on était dans une forme de complicité ou de compromission, mais on a fait presque 18 ans où nos machines diplomatiques ne fonctionnaient pas de manière optimale. Pour vous donner une illustration, avant, avec l'ambassadeur, quand nous venions ici, il a reçu une note diplomatique partagée par le gouvernement rwandais des 11 pages sur les discours de haine en RDC. Ils l'ont partagé à toutes les chancelleries. Et tous ceux qui sont ici au Canada n'ont pas forcément toutes les informations d'un conflit. La directrice disait ça en début ici, qui n'est pas suffisamment couvert. Et donc pour ceux-là qui n'ont pas les reculs tout de suite ou l'idée d'aller plus loin, ils sont abreuvés par de la manipulation. Il y répondra demain. Et donc, même cette capacité de réponse, à l'époque, nous ne l'avions pas. Et donc, aujourd'hui, l'idée même de la tenue de cette conférence a énervé, a manipulé. Et c'est le fait justement de voir que les gens veulent manipuler, perturber la tenue de cette conférence, ça veut dire que notre récit, les récits de la vérité, commencent véritablement à s'installer et à s'imposer. Et je crois que là maintenant, c'est pour ça que dans cette bataille du récit, il est important que les Congolais deviennent nos alliés. Non pas parce qu'ils sont forcément d'accord avec nos lignes politiques, mais parce que l'enjeu principal ici, c'est le pays. Je pense que le pays, c'est les traits d'union. Les traits d'union que nous avons tous et que nous avons tous les devoirs de protéger. Ce n'est pas la présence du président Tshisekedi aujourd'hui, même si vous ne les portez pas, qui doit dépasser votre patriotisme pour le Congo. Au contraire, vous devez souhaiter que lui réussisse, parce que la tâche sera moins difficile pour vous si vous devez lui succéder demain, dans les contextes démocratiques dans lesquels nous sommes. C'est aussi cela aujourd'hui, les patriotismes dont on a besoin. Parce que nous, on ne va pas retomber dans une machine de propagande ou d'imposition, mais lorsque les récits il est compris, et je suis sûr que cet exercice contribuera à cette compréhension, les Congolais, où qu'ils se trouvent, contribueront à porter les messages dans la phase de cette guerre cognitive où il y a cette invasion informationnelle de fausses vérités ou des vrais mensonges,
Mais il est important que dans cela, c'est l'attitude des citoyens devant ces mensonges qui va déterminer si notre récit est entendu ou pas. Et notre récit, je termine par là, c'est un récit d'un pays qui a une vocation africaine de grandeur, un pays qui a une vocation à être les moteurs des développements, y compris pour ses pays voisins, mais un pays qui doit être guéri de la guerre et au plus vite. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Ça va peut-être prendre du temps parce que le mal a été fait pendant 30 ans, mais nous sommes sûrs que les objectifs que nous poursuivons, nous les atteindrons. Oui, justement, à ce sujet, oui, vous pouvez acclamer. À ce sujet, Monsieur le ministre, justement, comment, au sein du gouvernement, comment articule-t-on et il y en a qui ne savent pas qu'on est à l'université. Avec un peu de patience, on va vous accorder la parole. Voilà. Donc, comment articule-t-on au sein du gouvernement ce récit qui soit à la fois réactif, crédible et capable de contrer le récit hostile, mais sans tomber dans la surenchère? Parce que telle est la question. Vous voyez les tensions autour de vous. Mais alors, vous posez une question qui est critique. Je suis porte-parole du gouvernement. Je suis, comme vous, journaliste. Je suis la dernière personne qui doit prendre la parole. Ça veut dire que lorsqu'un fait survient, je ne dois pas me laisser guider par la vitesse des réseaux sociaux. Parce que lorsque vous êtes guidé par la vitesse des réseaux sociaux, vous pouvez tomber dans les pièges. Je vous épargne l'exemple de la mort de Martin Bugg annoncée par l'AFP en France. Vous êtes journaliste, vous le connaissez. Parce qu'il y a un besoin d'être à la page. C'est que nous faisons. Nous les faisons dans la forme comme dans le fond. Aujourd'hui, il faut nous outiller comme gouvernement pour être en mesure de faire face aux défis de la communication au XXIe siècle. Il y a peut-être 10-15 ans, vous avez vu que tous les pays du monde ont des médias d'actualité 24 heures sur 24. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens ne consomment plus l'information de la même manière. Nous allons y arriver, nous aussi à notre niveau, pour que régulièrement les gens puissent être abreuvés de la bonne information. Mais parce que vous êtes un gouvernement, vous devez être sûr que vous atteignez vos populations. Alors il faut aussi une stratégie qui s'adapte à l'évolution du monde, donc les réseaux sociaux. Donc au-delà aujourd'hui des structures que nous devons avoir et qui doivent être pleinement opérationnelles, des sites internet, vous devez avoir la capacité d'avoir des community managers qui comprennent comment fonctionnent les réseaux sociaux. Parce que forcément, si vous voulez vous adresser aux jeunes de 14-15 ans, vous n'allez pas vous adresser à eux comme vous adresserez à un parent de 60, 40, de 60. Ils ne consomment pas les médias de la même manière. Alors, ça signifie que vous devez avoir des experts qui connaissent la spécificité des TikTok, de X, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, parce que sur tous ces réseaux sociaux, on ne communique pas avec la même écriture, on ne communique pas avec le même code. Et donc, nous sommes attelés, d'une part, à travailler dans la forme. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous avons une charte graphique commune. Ça peut paraître banal, mais c'est ça qui vient crédibiliser les sources, avec de comptes certifiés, d'une part. Mais maintenant, en ce qui concerne les contenus, il y a un principe. Je veux vous faire rire un peu, Il ne faut jamais mentir. Parce qu'un mensonge, il faut toujours s'en souvenir. Et donc, aujourd'hui, ça vaut aussi dans la vie. Donc, aujourd'hui, comme ministre, mon frère Yvan, je suis en train de parler dans la salle. Tous les propos que je suis en train de tenir, vous pouvez avoir des amis derrière leur téléphone qui vont sur Google pour challenger la parole du ministre. Et on est dans un contexte où la parole est libérée. Ça veut dire n'importe qui, dans n'importe quel coin du globe, peut remettre en question les paroles d'un membre du gouvernement. Et donc, nous devons toujours prendre les reculs nécessaires. Et surtout que lorsque vous couvrez, par exemple, la situation de guerre, une guerre ne se couvre pas comme un match. Parce que lorsque moi, par exemple, je dois venir prendre la parole après la chute de Goma, mais je ne prendrai pas la parole sans tenir compte des éléments qui sont au front,
sans tenir compte de la dynamique populaire qui se dessine. Parce que lorsque je parle au nom du gouvernement, ça peut avoir des effets, soit ça arrête, soit ça exacerbe, mais nous devons toujours être dans un contexte où nous contrôlons. La vérité, c'est laquelle, et je termine par là, c'est que chaque fois que nous parlons, nous avons maintenant une unité des mesures pour savoir que notre message est passé, pour ce qui concerne la guerre. Chaque fois que je prends la parole, vous allez voir le ministre rwandais des réseaux sociaux à court d'inspiration copier la formule le père et les fils. Alors, qui veut maladroitement dupliquer, parce que nous savons tous que les M23, c'est une création rwandaise, et il cherche à attribuer la création du FDLR, donc des Rwandais, au gouvernement congolais, parce qu'à court d'arguments. Dans un contexte où les mots sont devenus des armes. Et donc, avant de sortir ces mots, il faut les peser, parce que ça va induire des comportements et des conséquences. Et nous, à notre niveau, nous nous assurons de prendre toutes les précautions qu'il faut, non pas pour répondre aux besoins de la viralité des réseaux sociaux, mais pour être sûr que chaque fois que nous parlons, nous disons ce qui est vrai. Oui, je reprends. Mardoche Mandanda, étudiant en psychologie à l'Université d'Ottawa. J'ai deux questions. La première question, Monsieur le ministre, comment le gouvernement peut-il utiliser la communication publique pour réduire la stigmatisation liée au traumatisme de guerre et encourager la recherche scientifique nationale sur la santé mentale? Ça, c'est la première santé question. mentale, vous avez dit? Oui, la santé mentale. Parce que tenant compte de ce que le professeur a parlé, il s'est fait voir clairement que les besoins est là. Oui, votre deuxième question. Répète un peu votre question, s'il vous plaît. Comment le gouvernement peut-il utiliser la communication publique pour réduire la stigmatisation liée au traumatisme de guerre et encourager la recherche scientifique nationale sur la santé mentale? La deuxième question, je voudrais savoir si le gouvernement serait-il prêt à soutenir la création d'un observatoire national de la santé mentale en contexte post-conflit, en partenariat avec les universités congolaises et canadiennes. Admettons-le que parce que nous disons que nous devons tous participer, il y a des chercheurs qui travaillent de part et d'autre, il y a des Congolais qui sont engagés dans la restauration, dans le bien-être des personnes, des victimes de violences. Moi, par exemple, en 2023, j'ai représenté l'Afrique en France pour un concours international de santé mentale. J'ai été premier. J'ai parlé de la santé mentale des victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo, mais ce n'était pas connu. Vous voyez qu'il y a des chercheurs, des personnes qui travaillent partout dans le monde. Si le gouvernement peut être d'accord à l'idée de créer un observatoire qui va réunir les scientifiques de partout et la collaboration entre les universités canadiennes et congolaises. Merci. Alors, je profite pour répondre rapidement. D'abord, c'est bien que vous vous préoccupez de la santé mentale, parce que je crois que nous tous, à certains égards, on peut être sujets à cela. Si vous regardez, c'est que est devenu la vie au XXIe siècle. Alors, comment la communication publique pour réduire la stigmatisation? Vous savez, c'était, je crois, le 25 janvier dernier, on a organisé des journées des mémoires après les événements de Goma. Et j'ai reçu une femme victime qui m'a raconté, je crois que c'est des choses qui sont effroyables. La dame a été arrêtée par les fils, donc les M23, parce qu'elle travaillait à l'époque comme une dame qui traitait les questions des traumatismes et des femmes victimes justement de violences sexuelles. Elle avait déjà été identifiée par les M23. Lorsqu'ils arrivent à Goma, ils la recherchent et ils la trouvent. Alors, au moment de son arrestation, elle était accompagnée de son fils. On a demandé à son fils de coucher avec sa mère. Passez-moi le verbe. Le fils a dit non. Il a été abattu sur le champ. C'est un témoignage public d'ailleurs qui a été diffusé en marge de cette célébration. À cette femme-là, vous dites quoi? Et lorsque le professeur Maïcha a parlé de ces drames-là,
Je vous donne une illustration récente. Sur Uvira, on a 12 000 enfants qui ne retrouvent pas des familles dans les camps des déplacés où ils sont au Burundi. Ces enfants-là, ils auront quel avenir? Et donc aujourd'hui, il est crucial pour nous d'aller dans les processus des réparations, justement, de tenir compte de ces aspects parce que les traumatismes vécus vous détruisent à vie si vous n'êtes pas étroitement suivi. Et comme c'est un sujet spécifique, vous savez, le malheur dans ceci, c'est que le plus urgent, on veut restaurer la paix, on veut que les autres quittent, donc les pères et les fils, pour nous permettre justement de commencer à traiter ces questions. Mais je vous avoue que c'est un défi et c'est bien que nous puissions avoir des spécialistes sur ces points. On pourra évidemment garder les contacts, de voir si on peut faire le pont avec les collègues qui est dédié. Mais déjà, je peux vous dire qu'avant les débuts de cette conférence, j'ai eu une belle discussion avec les responsables du centre d'études où on a discuté, y compris la possibilité d'importer, je ne sais pas si les termes vaut, une formation masterisante qui partirait d'ici. Donc, on ferait peut-être une forme d'accord entre l'Université Saint-Paul d'Ottawa, donc spécifiquement le Centre d'études en conflit, et l'UNIKIN, ou une institution à Kinshasa, qui permettra de former des spécialistes en conflit et qui auront des diplômes certifiés par les professeurs d'ici. Donc, ça, c'est un engagement qu'on a pris sur lequel on peut collaborer. C'est aussi une illustration pour vous qui vous préoccupez sur ces questions de santé mentale, d'avoir un pont, parce que, comme je l'ai dit, nous tous, je vais terminer en disant que nous tous, on peut être des potentielles personnes vivant avec handicap. Lorsqu'on parle de l'inclusion, il faut faire très attention. Il y a la neige, vous pouvez sortir et vous glisser, et ça vous change votre vie. C'est pour ça qu'il est important pour nous qui avons une santé mentale en place en apparence, qu'on fasse de notre mieux pour nous assurer, surtout par ceux qui ont été blessés par les traumatismes de la guerre ou qui sont l'objet des différents traitements, pour qu'ils puissent être pleinement réinsérés dans la société avec toutes les facultés. Merci. Les traumatismes de guerre ou les traumatismes en RDC, ça date des décennies. Depuis que les mains étaient coupées, depuis que des violences après les indépendances et des violences avec les guerres, je dirais que c'est pas exagéré de dire que la population congolaise a connu énormément d'événements traumatisants, et donc il y a une grande partie de cette population qui, si évaluée, pourrait avoir un résultat en termes de traumatisme. Alors, par rapport à la question de la communication publique excellente, si je peux faire référence à ce qui se passait, je pense, au Bangladesh, après la guerre contre le Pakistan, où les survivantes de violences sexuelles, le gouvernement les a identifiées comme étant des héroïnes de la guerre, pour aborder la question de stigmatisation, parce qu'à l'est de la RDC, à cause des sociales que j'aborde dans mes recherches d'ailleurs, les femmes sont souvent stigmatisées, les victimes sont stigmatisées, sont rejetées, et ça amplifie la souffrance. Donc, au niveau de la communication sur ces victimes, est-ce qu'il y a moyen de les intégrer dans la normalisation de la société congolaise, et les figures publiques peuvent servir de modèle dans la manière de les adresser. Je ne propose rien, mais je soutiens énormément le fait que le gouvernement peut avoir une approche de désigner, d'accueillir, d'intégrer ces survivantes et parfois des survivants dans la société et lutter contre la stigmatisation. Alors, si je peux me permettre un commentaire rapide, il existe le FONAREF. Le FONAREF qui est essentiellement financé par la redevance minière et qui fait ses travaux. C'est une réponse nationale parce que très souvent sur des questions de réparation, on pense qu'il faut se fier à des organisations internationales, etc. Aujourd'hui, nous avons une réponse institutionnelle qui s'accroche d'ailleurs au Génocost qui a été
institutionnalisé la journée du 10 août, où nous travaillons, où vous avez une équipe qui travaille régulièrement sur les questions des réparations, évidemment, qui passent par plusieurs phases pour être sûr que nous veillons à ces aspects mentaux qui sont cruciaux pour permettre aux victimes d'être justement réparées par rapport aux différents traumatismes vécus. D'abord les étudiants. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention tout d'abord. J'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit, notamment la perspective de résolution de conflits dans l'Est de la RDC. Et je voulais savoir s'il y avait des perspectives d'apaisement sur du long terme qui étaient déjà prévues, et plus spécifiquement si vous aviez une stratégie politique et administrative pour réassurer une présence politique sur le territoire à la fin du conflit. Votre nom, s'il vous plaît? Erin Gourves, je suis étudiante en études de maîtrise en études de conflit. Alors, écoutez, nous sommes le premier qui, depuis le premier jour de ces conflits, nous voulons la paix, nous voulons l'apaisement. Parce que nous avons, nous, besoin de développer notre pays et de cesser d'avoir un pays qui n'est raconté les plus souvent que sous les prismes de drame. Mais chez nous, on dit qu'il faut être à deux pour danser la rumba. Ça veut dire qu'on doit faire la paix avec quelqu'un qui veut la paix. Et en face de nous, fort malheureusement, nous avons un acteur qui aujourd'hui, toute idée de paix contrarie ses intérêts économiques. Mais ce n'est pas parce que lui ne veut pas de paix, de toute évidence, s'il ne veut pas la paix va s'imposer de soi d'une manière ou d'une autre. Vous savez, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une conscience dans les chefs de Congolais qui va perdurer plus longtemps que ce qui reste au président rwandais des vivres. Parce que ça peut aussi se régler de cette manière-là, de manière naturelle, parce que c'est un humain. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans les différents processus et nous croyons à ces processus, aux médiateurs, et nous pensons que les moments venus, nous parviendrons à cet objectif d'apaisement. Alors ça, c'est d'une part. Mais deuxièmement, comme gouvernement, nous travaillons à un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État. Parce que fort malheureusement, les mouvements, les M23, nous imposent un peu la situation qui a précédé l'arrivée de la MONUSCO. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de dire que les armes s'arrêtent. Il faut traiter la question de ces troupes qui ne pourront pas être intégrées massivement comme cela a été signé dans l'accord. Il faut donc mettre en place un dispositif progressif qui permette d'assurer un programme de désarmement et de réinsertion, d'une part, mais d'autre part, nous avons créé ce qu'on appelle réserve armée des défenses parce qu'on a des patriotes qui sont mobilisés pour les besoins de la guerre, mais qui, en réalité, ne sont peut-être pas tenus à devenir des militaires. Et donc, il y a toutes ces composantes qu'il faut mettre en place parce que nous pensons, et c'est cela l'importance du cadre d'intégration économique régionale qui est collé à l'accord signé avec le Rwanda. Nous pensons que plus on va apporter des investissements dans la région, les jeunes auront le choix entre travailler comme sous-traitant ou comme agriculteur dans une compagnie ou se maintenir dans un groupe armé, dans un contexte où on va restaurer l'autorité de l'État. Ça veut dire avec des services de police et d'armée qui sont efficaces et qui peuvent traiter tous ces cas de dérapage. Nous avons cet exemple en province orientale, je pense là où il y a il y a une mine d'or Barrick, je crois. À l'époque, il y avait des groupes armés, des jeunes qui étaient là, qui utilisaient justement pour protéger des circuits des productions artisanales d'or. Mais lorsqu'on a installé ces projets, qui a coûté quand même plus de 1 ou 2 milliards d'investissements, avec les opportunités économiques qui se sont dégagées, aujourd'hui dans cette région, les jeunes ne touchent plus les armes. Et donc, on a déjà cette expérience dans une partie de la RDC. L'idée ici, c'est d'aller rapidement à l'atteinte de l'objectif de la paix. Lorsque la paix, la cessation des armes arrive, il faut maintenant recréer les conditions qui permettent à ceux qui doivent être désarmés de l'être, à ceux qui doivent aller dans la réserve d'y aller, à restaurer les autorités administratives, à restaurer progressivement les services de sécurité. Et vous voyez que la chaîne, elle peut être longue, mais nous avons déjà un plan qui nous permettra de nous déployer très rapidement. Merci. Très bien, on va prendre 5 questions. Ensuite, 5 questions. Évidemment, on va essayer de gérer. Allez tout droit à la question et le ministre répondra aussi très brièvement. Merci beaucoup. Je vais tout droit à la question, mais je vais
insister sur un petit fait, que Oui, votre nom? mon nom c'est Boniface Ruhara, je viens de la communauté Banyamulenge, j'habite Ottawa. Très bien, on va écouter si vous sa question. Soyez patients. Oui. Je m'attendais à ce que les 3 orateurs qui sont passés devant nous fassent allusion ou parlent des questions fondamentales qui font actuellement l'objet des négociations au niveau des droits. Ce que moi je trouve dans ce débat, c'est qu'on veut focaliser sur la crise entre les deux pays. Et pour ça, c'est résoudre d'une manière ou d'une autre. Déjà, il a déjà fait l'objet d'un accord entre les deux pays. Mais c'est là, ça cache une situation de discrimination dont les Tutsis sont victimes à travers le temps. Je vais passer dans une seconde. Parce que le professeur Mouya a parlé de la ligne de temps. Et il la fixe à partir de 1996. Mais moi, qui suis âgé de 60 ans, et les amis avec qui je suis à côté, représentez-vous déjà que dans les années 60, nous sommes nés dans des camps de déplacés internes, chez nous, au Sud Kivu. Parce que notre communauté, le Manto communauté, leur terroir venait d'être détruit par des voisins qui sont devenus aujourd'hui les Wazalendo. S'il y avait du temps, on vous prouverait que, à part... Laissez-le parler, il va poser sa question maintenant. Donnez du temps, mais absolument. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Boniface, vas-y avec votre question, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Je crois que c'est la directrice du centre d'études. Elle a parlé de reconnaissance et de la volonté de faire mieux. C'est à quoi on assiste ces derniers jours. Ma question est de savoir, concrètement, c'est quoi le mécanisme? De façon concrète, parce qu'on assiste à des beaux discours, et c'est de la part du ministre, sur ce point, c'est indiscutable, mais il n'y a pas de mesures concrètes dans la durée pour pouvoir résoudre cette question de minorité visible à l'échelle du Canada. OK? Actuellement, chez nous, dans les plateaux, les villages entiers sont détruits. Mais oui, bref, ma question est la suivante. Quels sont les mécanismes concrets que le gouvernement compte mettre en place pour que cette question de discrimination de cette communauté visible à l'image du Canada soit résolue pour une paix durable? C'est une très très belle question. Très belle question. Merci beaucoup. Mon nom c'est Peter Mbanza, apôtre, entrepreneur ici au Canada. Moi je viens directement à Bunagana, là où il y a ce conflit. Tout ce que vous parlez, donc, c'est moi. Question. La question est celui-ci. Nous sommes 80 000 Hutus quittés Bunagana, Rutshuru, Goma, Massissi. Tous nous sommes des gens ici au Canada, aux États-Unis et Australie. Nos terres que nous avons abandonnées, ces gens-là viennent du Rwanda, ils peuplaient encore d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y aura un conflit encore entre ces Rwandais qui sont venus dans nos champs. Ministre, qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir sur ce conflit qui viendra encore? Très bien. En tout cas, de tout ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il y a la question d'identité congolaise. Et la responsabilité du gouvernement dans cette identité congolaise. Alors moi, j'aimerais savoir, déjà les frontières sont contrôlées par le Rwanda à l'est et l'Ouganda et autres. Et sur place, un Rwandais arrive aujourd'hui, il s'est fait appeler Banyamulenge, demain il a un passeport congolais. Ok? Même ici au Canada, nous avons tellement beaucoup de gens qui se disent congolais et qui m'ont rencontré à la porte ici. Heureusement que ce n'était pas vous le ministre. Il allait en découdre avec vous. Je ne fais pas de commentaires sur leur identité, mais on comprend tout de suite quand on les voit. Il se pose un sérieux problème dans le contrôle de la question d'identité congolaise. Et c'est quoi la responsabilité du gouvernement? Merci.
Je sais que nous sommes pressés par le temps, mais permettez-moi d'abord... Si vous allongez, on va vous arracher le micro. Permettez-moi de remercier le gouvernement congolais pour les efforts qu'il est en train de faire. Nous avons été longtemps humiliés. Ça fait plus de 30 ans qu'on nous traite comme des chiens. Voici ma question. Passez mes salutations et mes félicitations au président. Je ne suis pas membre de l'IDPS, mais je suis Congolais qui se soucie de la survie de mon pays et de mon peuple. Voici ma question. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait le philosophe Albert Camus. Comment le gouvernement congolais compte-t-il corriger les erreurs du passé visant à falsifier l'histoire du Congo? Et là, nous parlons comment accepter certaines populations rwandophones en tant qu'immigrants au Congo sans usurper le nom de Moulengue, un nom de terres ancestrales de Baflure au peuple du Sud Kivu, et qui cache par cette astuce-là une façon de conquérir les terres ancestrales congolaises. Je vous remercie. Très bien. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Louise Lofoudou. Je suis étudiante en première année de master en communication et relations publiques à l'Université d'Ottawa. Ma question est la suivante. Ma question concerne la communication. Dans le contexte dans lequel nous sommes, l'information joue un rôle central. Comme vous l'avez dit tantôt, monsieur le ministre, qu'une mauvaise information est un poison. Donc comment votre ministère évalue-t-il l'impact des médias sociaux nationaux, internationaux dans la construction du récit autour de ce conflit, et quelles actions concrètes menez-vous en place pour lutter contre la désinformation? Très bien. Votre nom, c'est encore? Marie-Louise Lofoudou. Marie-Louise. S'il vous plaît. Alors, cher Yvan, les biens, c'est que nous sommes dans une université. Oui. Et que nous nous appelons République démocratique du Congo. On peut donc discuter dans la sérénité, et on peut, même si on n'est pas d'accord, être sûr que nous avons l'attitude qui nous permet d'être dans cet endroit pour vous protéger y compris. Et donc, je vais aller point par point et je souhaite véritablement avoir votre attention parce que les problématiques qui ont été soulevées sont profondes et elles ne doivent pas être regardées sous les prismes du présent. On doit les regarder sous les prismes de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Alors, avant de répondre, parce qu'il y a une question qui est revenue, identité, tout ce qui est revenu ici. Je ne sais pas comment les Canadiens blancs, permettez cette expression, je fais une boutade, excusez-moi, réagissent quand ils voient qu'il y a un député congolais noir dans leur assemblée. Okay. Les Canadiens l'acceptent ou pas? Les Canadiens l'ont élu ou pas? Première assertion. Laissez-moi, j'ai demandé votre attention, s'il vous plaît. Deuxième exemple. Le Canada est voisin du pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Ce qui fait la force des États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? C'est les melting pot. C'est les populations qui sont venues de partout. Aujourd'hui, les Indiens, les vrais propriétaires des États-Unis, on les voit peut-être même pas. Ou les autochtones, je ne sais pas ici, s'ils sont dans les Manitoba, ou Saskatchewan, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Mais par rapport à la vocation que nous souhaitons tous pour notre pays, lorsqu'on veut parler des nations, on doit faire attention. Parce que quand on parle de nations, on ne devrait plus parler des tribus. Mais parce qu'on en parle, je vais y arriver. Parce qu'on en parle, cher Boniface, moi quand j'étais à l'école,
On nous a dit en RDC, nous avions les Bantous, nous avions les Pygmées, nous avions les Nilotiques, nous avions les Soudanais. Lorsque j'ai posé ma problématique au départ ici, j'ai dit que la RDC, c'est les pays qui comptent les plus grands nombres de frontières internationales en Afrique. 9 pays voisins. Les Bazombo sont des Congolais ou des Angolais? Hein? Alors, s'il vous plaît, alors dans les traitements de ces questions, faisons attention, parce que nous sommes essentiellement un pays des minorités. On est 450 ethnies. J'ai lisé d'ailleurs un bouquin de Didier Moumengi qui disait qu'on est même 3000. Combien de langues il y a au Congo? Alors, s'il vous plaît, si nous tous, on commence à nous revendiquer, moi je suis tel, on les met en avant, les combats de ma communauté, attention, on risque de tomber dans un piège. Alors, je reviens spécifiquement sur votre question. N'oubliez pas que nous avons un chargé des missions du président de la République qui est issu de la communauté qui est la vôtre. Et que les questions de ce qui se passe actuellement dans les hauts plateaux, c'est des questions qui nous préoccupent tous. Mais parce que vous avez parlé d'histoire, il fallait peut-être rappeler aux uns et aux autres que les Banyamulenge, ceux qui sont dans les hauts plateaux, n'ont jamais été comme communauté alliée du Rwanda. Au contraire, depuis 1996, peu plus tôt d'ailleurs, les Rwandais ont amené les Red Tabara là-bas, qui sont des rebelles qui veulent faire tomber le pouvoir au Burundi, qui vous tuent et vous massacrent. Et aujourd'hui, nous, comme République démocratique du Congo, souvenez-vous, septembre 2019, le président de la République l'a dit à Londres que les Banyamulenge étaient des Congolais. Alors, ne tombons pas non plus dans les pièges, parce que quand j'entends les Banyarwanda, vous savez, ces questions-là, c'est des questions qui sont d'une grande sensibilité. Nous sommes, je rappelle que nous avons 9 pays voisins. On a des langues qui sont parlées des parts et d'autres. Chez nous, on peut l'appeler les Kihutu. De l'autre côté, on appelle les Kinyarwanda. Mais c'est des langues qui sont similaires. De l'autre côté, on peut appeler les Kirundi. Alors, il faut que nous tous, c'est pour ça que dans cette guerre, je nous conseille à nous tous de bien lire notre histoire, d'où nous venons. Parce qu'au sens de la Constitution, je crois qu'il est dit que les peuples qui sont arrivés en RDC dans les années 60 sont considérés comme tels. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la vision de grandeur que nous avons pour notre pays, apprenons à nous accepter. Première chose. Deuxième chose, spécifiquement sur la question de Banyamulenge, mais le premier qui discrimine les Banyamulenge, c'est Paul Kagame, parce qu'il sait justement que dans notre communauté, il y a des susceptibilités ou des sensibilités. Il joue sur cette question pour dire, ah voilà, lorsqu'il joue sur cette question, les Congolais s'énervent, moi je vais aller protéger les Banyamulenge et moi, je massacre les tels. Les autres communautés s'élèvent et ils créent la division chez nous. Mais c'est pour ça que le président de la République, c'est les remparts contre la discrimination. Moi, je suis né d'une mère ronde et d'un père kassaïen. Est-ce que je dois rappeler les chapitres des années 90? Est-ce que ça nous a aidés ou pas? Alors, pourquoi nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes au Canada, un pays qui accepte d'avoir des députés congolais, noirs? Pourquoi nous voulons nous regarder sous les prismes de nos origines et penser que c'est une question qui doit nous diviser? Alors, j'évolue sur la question de M. Mbanza. Votre communauté, c'est l'autre communauté qui est victime
parmi les premières victimes des agissements du président rwandais. Actuellement, dans les Rutshuru où on a enregistré et on continue d'enregistrer des massacres, c'est essentiellement les peuples Hutus qui payent le prix. Parce que dans sa folie aveugle, les FDLR sont essentiellement des Hutus au niveau du Rwanda et ils tuent aveuglement. Mais quelle que soit la nature de problème que nous avons ou des cohabitations de communautés, ce n'est pas par les armes que ces problèmes doivent être réglés. Et nous avons un président de la République qui a déjà démontré par ses mots, par ses actes, que nous voulons un Congo où toutes les tribus, les ethnies sont rassemblées pour construire la nation. Nous savons en ce moment, je devais arriver hier au Canada, je ne suis pas arrivé parce que j'étais à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Monsieur le modérateur, excusez-moi, c'est des questions qui sont importantes, s'il vous plaît. Au Conseil des droits de l'homme. Si je n'avais pas cette réunion, je serais peut-être resté là-bas. Parce que nous avions une réunion avec la ministre des Affaires étrangères, les ministres de la Justice, le ministre des Droits humains, avec les nouveaux hauts commissaires aux Nations Unies pour les réfugiés. Parce que nous sommes au courant que le président rwandais et ses fils maléfiques sont en train de transplanter des populations. Nous avons des indications. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir et amener les venins de la division. Parce qu'ils savent que c'est des questions qui sont d'une grande sensibilité. Les questions des terres. Nous, au niveau du gouvernement, on a déjà pris des ordonnances. Tous les actes qui sont posés par ces gens-là ne seront pas considérés. Et il faut pas rêver. Moi, je vais vous rassurer que même si ça prend du temps, ne pensez jamais que les parties du territoire qui sont occupées deviendront rwandaises un jour. Jamais. Ni vous, ni nous, ni nos enfants. Et d'ailleurs, quand vous lisez tous les communiqués de tous les pays de la communauté internationale et toutes les organisations, ces communiqués se terminent par dire: nous appelons au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Donc, qu'on ne vous trompe pas, ça va se terminer. Nous allons recouvrer l'autorité sur notre territoire et nous allons y faire régner la loi. Voilà. Alors, je vais aller rapidement sur la question de Monsieur Samba. Mesures concrètes. Vous savez, nous aujourd'hui, nous avons besoin de paix et de sérénité pour traiter dans la durée les problématiques auxquelles nous faisons face. Parce que notre ami Baudouin, je pense, Boniface avait parlé de ce qui se passe à Doha. Mais en réalité, aujourd'hui, sur papier, on ne devrait plus avoir des problèmes sur terrain. Parce que dès que vous acceptez de commencer à discuter, les armes ne devraient plus crépiter. Nous étions à Washington, mais Uvira est tombé, n'est-ce pas? Parce que vous avez en face de vous quelqu'un pour ses intérêts économiques. Parce que quand on va respecter les accords de Washington, ça signifie la mort de tous les circuits illicites d'approvisionnement. La question n'est pas d'abord de signer les accords, forcément, parce qu'ils sont signés. Aujourd'hui, si vous lisez ce qui s'est fait à Doha, le cadre qui est ressorti de Doha, on a 6 protocoles. On a réglé un protocole de cessez-le-feu qui ne respecte jamais. Ensuite, on a réglé la question du protocole sur les prisonniers. Il y a 6 protocoles qui listent, y compris cette question-là des populations et tout ça. Mais si les armes continuent de crépiter, comment pensez-vous qu'on peut régler ces questions dans la sérénité? Alors, la question de... Donc, vous devez vous rassurer que nous, au niveau du gouvernement, nous faisons de notre mieux. Alors, on n'a peut-être pas le bâton magique pour trouver toutes les solutions maintenant, mais au moins nous sommes en train de poser les bases. Et c'est pour ça que les jeunes générations qui sont ici doivent comprendre ces enjeux pour qu'ils restent dans la direction que nous traçons. Ça peut prendre du temps, la construction des nations, ça prend du temps, mais au moins nous, notre génération, assurons-nous de faire notre part. Et c'est à ces titres-là que nous pourrons régler tous ces problèmes-là. Alors, la question
de corriger les erreurs des passés, usurpation, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que si nous restons focalisés sur ces sujets sous les prismes de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que ce n'est pas un débat qui vaut. C'est un débat qui vaut, parce que nous voulons nous assurer, nous tous, de l'affiliation avec notre pays. Mais c'est une question qui, aujourd'hui, au regard de l'évolution du monde, c'est une question qui a beaucoup évolué. L'une des problématiques, d'ailleurs, principales pour vous qui êtes ici, là, est-ce que vous tous ici, vous avez toujours votre nationalité congolaise? Ah, certains ont pris la nationalité. Aujourd'hui, les débats se situent dans l'idée de voir comment obtenir par la loi l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Comme ça, vous êtes à la fois canado et congolais. Mabé Zawapi. Alors, ne soyons pas extrémistes, parce que ceux qui sont extrêmes risquent de tomber dans les trous. Alors, je termine par la question de l'étudiante sur la communication. Je crois que je l'avais dit ici. Comment on évalue l'apport des réseaux sociaux? D'abord, ici, je dois, moi, saluer les patriotismes des Congolais. Parce qu'au-delà de tout, aujourd'hui, notre narratif, j'ai envie de dire, les narratifs de la vérité a pris les dessus sur les narratifs du mensonge. Sinon, il n'y aurait pas d'agitation quand on a entendu parler de cette réunion. On s'est agité, on a demandé aux gens de venir dans le froid, on veut faire des posts sur les réseaux sociaux pour empêcher que la vérité soit dite. Et ici, vous voyez que nous sommes, nous, République démocratique, nous discutons pour avancer. Et je pense que le point le plus fondamental, c'est justement les liens que nous pouvons avoir. À Kinshasa, nous faisons les briefings parce qu'il faut régulièrement expliquer aux Congolais ce que nous faisons du pouvoir qu'ils nous ont donné. C'est ça la démocratie que nous faisons vivre chez nous. Alors, lutter contre la désinformation, aujourd'hui, je vous donne un exemple parce que vous êtes spécialiste. La désinformation peut partir même des personnes crédibles. Exemple, Monseigneur Mouteba, personne ne lui conteste son niveau à la fois intellectuel ou spirituel, mais lorsqu'il a parlé de cet accord, il a parlé des 99 ans. Les chrétiens qui l'ont entendu ces jours-là, la désinformation qui est partie de lui est devenue pour eux une information. Alors, même si le ministre Mouya vient lui dire que c'est faux, parce que nous tous, on ne se donne pas toujours la peine de lire, il va se dire qu'il ne peut pas imaginer que Monseigneur n'a pas dit la vérité. Vous voyez? Ça, c'est une forme de désinformation qui est dangereuse. Mais sur la désinformation, ça vient en famille. Mésinformation, désinformation, fake news, deepfake. Je parle devant des spécialistes ici, je vois des confrères dans la salle. Ça veut dire que pour tout ça, la meilleure réponse, c'est encourager les fact-checking, le journalisme qui permet aujourd'hui de challenger tout ce qui est dit. Mais c'est de nous assurer que nous aussi, gouvernement, par les canaux existants, nous donnons les bonnes informations à temps pour permettre aux uns aux autres de se faire une opinion. Sachez qu'aucune information qui ne vaille la peine ne peut faire l'exclusivité des réseaux sociaux. Les médias classiques finissent toujours par en parler. Et donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, n'y croyez pas tout. Ici se termine cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Ottawa, Christian Lussakweno pour Top Congo FM. Je vous laisse avec le mot de la fin du ministre porte-parole du gouvernement. Vous avez des statuts particuliers dont les pays ont besoin. Les messages que je vous adresse, comptez sur le président Tshisekedi, comptez sur la première ministre Judith Soumine et sur tous les gouvernements pour que dès qu'on règle la question de la guerre, on s'occupe y compris des questions qui vous concernent, que nous connaissons. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonjour à tous, Bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya pour faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse Mokona Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. Topé bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. Toko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne il y a une semaine. Tozali na campagne il y a un mois.
tozali pe na campagne ya jour moko tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te non avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki pe sa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.